Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, l'équipe du projet Oriseo et moi-même vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre présence ce soir à cette nouvelle réunion publique d'information et d'échange. Écoutez, c'est un moment important pour le projet, c'est un moment important de la concertation, mais surtout une étape importante du projet. Il y a presque un an, nous démarrions avec vous à SOCATS, la phase de concertation continue après le débat public. Et pendant un an, pendant cette année, les rencontres avec le public, et le dialogue aussi avec les parties prenantes, avec un comité de suivi, des groupes de travail, avec les collectivités, les associations, les institutions, ont été vraiment riches d'enseignements et nous ont permis d'affiner ce projet que nous voulons être à la fois respectueux de l'environnement et intégré à son territoire. C'est tout l'objet de la concertation que nous avons menée, et en tout cas, c'était vraiment l'objectif. Alors, certaines et certains d'entre vous, vous êtes des riverains immédiats du projet et il nous apparaît primordial de nous assurer de la meilleure intégration de celui-ci dans son environnement immédiat à SOCATS. Alors, nous disposons aujourd'hui d'assez d'éléments pour vous présenter les contours actualisés du projet, son plan d'implantation, les principales conclusions des études environnementales également. Le projet Oriseo tel qu'il va vous être présenté est le fruit d'études poussées, qui ont duré plus d'une année, réalisées avec la plus grande rigueur, réalisées aussi on vous a présenté au long de la concertation des premiers résultats, et aujourd'hui, voilà, nous allons vous présenter les conclusions de ces études. Et ça a mobilisé l'expertise de nombreuses personnes dans l'équipe, de toute l'équipe, également de personnes extérieures, mais également avec le partage et les échanges que nous avons eus avec vous, les retours et tous les apports que vous avez pu apporter dans le cadre de la concertation. Pour cette rencontre, nous avons mobilisé les membres de notre équipe pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, on a commencé, vous avez déjà peut-être pu échanger avec eux lors des stands que nous avons installés avant cette réunion plénière, où vous avez pu donc peut-être déjà rentrer dans certains aspects du projet que nous allons maintenant discuter dans cette réunion plénière. Mais bien sûr, vos remarques, questions, suggestions sont les bienvenues après cette présentation, et on se retrouvera également dans les stands après pour approfondir toutes vos questions. On essaiera d'y répondre avec le plus de sincérité et de manière la plus approfondie possible. J'espère de tout cœur que les éléments qu'on va vous apporter ce soir et donc les échanges que nous aurons lors de cette réunion assureront une discussion riche, intéressante autour de ce projet Oriseo. Merci à toutes et à tous. Je vais passer maintenant la parole à Madame de Domingo et Monsieur Bertrand, qui sont les garants de la concertation qui ont été nommés par la Commission nationale du débat public. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Peut-être quelques mots d'abord pour vous rappeler notre rôle de garant. Ça tient en 4 verbes que vous voyez s'afficher. Les 2 premiers s'adressent aux porteurs de projet, prescrire et conseiller, donc leur faire des prescriptions, les conseiller dans l'organisation de la concertation continue, cette concertation continue qui est une exigence prévue par la loi. Et les 2 autres verbes sont à destination du public. C'est servir de recours, c'est-à-dire si vous estimez que l'information se fait mal, que vous ne pouvez pas vous faire entendre, vous pouvez vous adresser à nous pour que nous puissions intervenir et rappeler au maître d'ouvrage ses devoirs. Et enfin, rendre compte, c'est-à-dire périodiquement rendre compte de la façon dont se déroule le débat public. Et la forme de cette reddition de comptes, c'est un rapport annuel et un rapport final au moment où se termine cette concertation continue. Alors, je dis rapport annuel, c'est-à-dire que le premier rapport annuel, eh bien, il a été déposé pile 1 an après le début de la concertation continue. Vous pouvez le consulter. Il est en ligne à la fois sur le site de la Commission nationale du débat public et sur le site du projet Oriseo. Alors, je ne vais pas
vous le présenter intégralement. On n'en a pas le temps. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire ou au moins le parcourir. Simplement, je vous en dirai quelques mots des conclusions. Nous avons noté une appréciation générale positive sur la façon dont s'est déroulée la concertation au cours de cette première année par rapport à ce que doit être une concertation continue. Et nous avons formulé 3 recommandations au maître d'ouvrage à la fin de notre rapport. La première, c'est d'établir et de mettre à la disposition du public des synthèses claires et accessibles, pédagogiques, sur un certain nombre de points du projet ou de l'environnement du projet. Deuxièmement, c'est de porter une attention particulière aux attentes, aux besoins des riverains de la zone prévue pour l'implantation des installations d'Oriseo. Et enfin, troisième recommandation, c'est de continuer à faire vivre les engagements qui avaient été pris par les maîtres d'ouvrage sur les retombées locales, que ce soit au cours de la phase travaux ou après dans l'exploitation, typiquement le recours à des entreprises locales pendant les travaux, la formulation d'une offre d'électricité verte à destination des gens habitant à proximité du site, enfin un certain nombre de points qui avaient été évoqués dans le rapport consécutif au débat public et repris dans les engagements des maîtres d'ouvrage. Donc voilà les points essentiels de notre rapport, mais je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller le consulter. Voilà. Et donc, sur l'autre point qui est de servir de recours, vous avez l'adresse à laquelle vous pouvez nous solliciter, nous faire part de toutes vos remarques sur la façon dont se déroule la concertation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. Nous allons donc pouvoir ouvrir cette réunion et commencer le temps de présentation. Alors effectivement, je vais vous inviter à reprendre place confortablement dans le public. Voilà. Donc cette soirée, et en tout cas cette réunion qui va durer, comme je vous l'ai dit, une petite heure, on va essayer de s'y tenir pour vous permettre ensuite d'aller retrouver nos experts. Donc deux éléments, enfin même 3 éléments importants qu'on a à partager avec vous. C'est un point d'actualité générale sur le projet dans ses grands contours, dans ses grandes évolutions, pour que vous puissiez avoir une vue actualisée des contours du projet. On souhaite tout de même partager avec vous, alors avec ceux qui y ont participé, et on les en remercie, et avec ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'y participer, aux différents rendez-vous qui se sont conduits depuis 1 an maintenant de cette concertation continue. Donc un retour rapide mais néanmoins important sur une étape clé dans les éléments qui nourrissent le développement du projet. Et puis un 3e point qui vous sera présenté, plus approfondi justement sur les points clés qui fondent le projet aujourd'hui, sur un très grand nombre de thématiques, y compris l'implantation du projet et les thèmes qui étaient marqués comme étant des points d'attention tout particuliers, des questions d'eau, des questions de risque incendie, les sujets de boisement compensateur. Donc on va balayer un certain nombre de thématiques qui définissent aujourd'hui les contours du projet. Et puis un temps d'échange avec vous pour que vous puissiez, en réponse à cette présentation, pouvoir poser vos questions si vous en avez, de compléments, d'ouverture sur certains sujets. Nous allons faire l'exercice difficile néanmoins quand même de tenir tout cela dans un temps très contraint, mais il est de mon devoir d'animatrice de m'engager à ce que le temps d'échange soit respecté dans sa durée, quel que soit le temps dont ces messieurs dames ont besoin pour faire leur présentation. On ne rognera pas sur cette partie, elle est indispensable et c'est ce qui fait l'objet de cette réunion ce soir. Donc Olivier Rémy va reprendre la parole pour nous faire ce point d'actualité. Je profite pour présenter la tribune pour celles et ceux qui n'ont pas encore pu rencontrer les membres de l'équipe projet. Honneur aux dames tout de même. Lisa Canté qui est en charge pour le projet Oriseo des sujets environnement et autorisation.
Nous avons à sa gauche Lionel Debril pour la société Neoen, Lisa Canté pour la société Engie, et Lionel Debril pour la société Neoen en charge du développement du projet. À droite de Lisa, Mathieu Legrel, directeur du développement du projet Oriseo. Voilà, ils sont tous les quatre mobilisés ce soir pour vous donner un morceau de cette partition pour que vous ayez une vue la plus actualisée, la plus complète du projet Oriseo. Aujourd'hui, je leur cède donc la parole. Eh bien, merci. Écoutez, je vais d'abord reprendre très rapidement une présentation du projet, mais vraiment très rapidement. On va d'abord partir du site du projet. Donc, un projet, l'aire d'étude du site donc, se situe sur la commune de Socat, vous le savez très bien, qui est aujourd'hui dédié à l'exploitation sylvicole de pins maritimes, qui cumule un ensemble de conditions uniques pour le développement d'un projet d'énergie renouvelable. Premièrement, une surface disponible, une aire d'étude de 2000 hectares, d'un seul tenant, privé, clôturé, aujourd'hui auquel le public n'a pas accès, et avec des facilités d'accès, puisque ce terrain est longé par 3 routes départementales. Et sur ces 2000 hectares qui étaient étudiés, nous le verrons tout à l'heure, eh bien, ça nous a permis finalement d'avoir un projet qui n'occupera qu'une partie, puisque les zones qui ne présentent pas, qui n'occupera qu'une partie, les zones qui présentent des enjeux significatifs sont évitées. Une aire d'étude donc, qui se situe en dehors de tout zonage réglementaire de protection, à proximité immédiate d'un poste électrique RTE de très grande capacité, de plus d'1 gigawatt, ce qui est rare à l'échelle nationale, et la localisation, nous sommes en Gironde, c'est une des régions les plus ensoleillées de France, et à proximité immédiate de l'aire métropolitaine bordelaise. Le projet lui-même, donc c'est un projet qui est porté par Engie et Neoen. Engie est associé à la Banque des Territoires. Et ce projet est constitué de plusieurs éléments. Donc, la composante centrale du projet, c'est un parc photovoltaïque de grande envergure, avec une ambition initiale de 1 gigawatt installé, qui permet, en fait, en un seul projet, de répondre à l'ambition de la Nouvelle-Aquitaine en termes d'installation photovoltaïque à hauteur de 10 à 15% des objectifs pour 2030. Ce parc photovoltaïque, il est unique dans sa taille. Il est également novateur dans son modèle économique, puisque c'est un parc qui serait financé à 100% par des contrats de vente d'électricité de gré à gré, donc conclus majoritairement avec des entreprises qui sont des entreprises fortement consommatrices d'électricité, qui seraient capables donc, de s'engager sur du long terme pour un prix fixe, longue durée de 15 ans par exemple. C'est donc une énergie renouvelable, compétitive et sans subvention, donc on est en dehors de tout appel d'offres. Le projet est également constitué à côté du parc d'une batterie de stockage d'électricité portée par Neoen d'une taille de 40 MW, qui servirait notamment à gérer la variabilité des énergies renouvelables et à lisser également l'électricité en injectant sur le réseau de RTE en fonction de la demande. Et enfin, une activité d'agri-énergie de 8 hectares qui est située au nord-ouest. Alors, on n'a pas la carte, mais qui est située au nord-ouest de la parcelle du projet. Donc, l'agri-énergie, c'est l'association entre une activité agricole principale et une activité de production d'énergie renouvelable, ici photovoltaïque, donc secondaire, qui lui est associée. Alors, le périmètre du projet a évolué depuis son lancement, entre son lancement et aujourd'hui, au fil de la concertation, du débat public déjà, et de la concertation, mais aussi au fil des études. Initialement, le projet comportait un centre de données, un data center, qui était donc alimenté en direct par le parc photovoltaïque. Après avoir pris connaissance des expressions du public pendant le débat public, Engie a décidé en mai 2022, lors de la décision de continuation du projet après le débat, eh bien de ne pas continuer avec le centre de données dans le périmètre du projet, mais plutôt de continuer ce type d'activité auquel Engie croit de le déplacer hors de l'aire d'étude du projet et dans une zone artificialisée, donc plus urbaine. Également, le projet comportait un électrolyseur pour la fabrication d'hydrogène à partir d'électricité renouvelable. Alors, ce projet d'électrolyseur ne fait plus partie du projet Oriseo. Engie avait conditionné en fait, la réalisation de cet électrolyseur d'hydrogène à
à l'identification en fait, de débouchés locaux, d'utilisation locale, par exemple de mobilité durable. Pendant toute l'année d'études, et malgré les discussions qu'on a eues avec les parties prenantes et les personnes intéressées, eh bien, Engie n'a pas réussi à identifier un besoin local suffisant pour maintenir un projet d'électrolyse d'hydrogène à partir du parc Oriseo situé à Socats. Donc Engie considère que cette solution est toujours une solution d'avenir, mais a retiré quelque part cette brique, comme on l'appelait, du projet. Et cette décision a été prise en juin 2023, nous l'avions présentée lors de la concertation. Alors je passerai vraiment très rapidement sur les caractéristiques du projet. Si vous avez des questions, de toute façon, eh bien, nous continuerons à les aborder lorsqu'on approfondira tous les points et également après la réunion sur les stands. En ce qui concerne l'actualité du projet, où en sommes-nous ? Donc là, aujourd'hui, nous avons une étape très importante. Nous sommes en fait à quelques mois du dépôt des demandes d'autorisation. Nous avons mené toutes nos études. Elles sont pratiquement terminées. Nous pouvons aujourd'hui vous présenter les éléments structurants du projet. Et nous envisageons donc un dépôt des demandes d'autorisation en 2023. Ensuite, il y aura une phase d'instruction, vous le voyez sur le calendrier, une phase d'instruction par les services de l'État, qui nous mènera à une enquête publique, alors qui est à la main des services de l'État, hein, mais qu'on peut prévoir à l'horizon de l'été 2024. Ce n'est qu'après cette enquête publique, qui est un préalable aux autorisations, que nous espérons obtenir ensuite les autorisations en début 2025. Alors pour un projet de l'envergure d'Oriseo, c'est vraiment un travail considérable. L'ensemble de ces études a demandé un travail considérable, avec beaucoup d'échanges préparatoires également avec les services de l'État pour pouvoir répondre aux enjeux. Alors ce sont des enjeux environnementaux, les enjeux liés au boisement compensateur et les enjeux qui sont liés au risque incendie et hydrogéologique. Donc ce travail a impliqué d'une part la mise en place dans le cadre de la concertation continue de groupes de travail, d'un comité de suivi, sur différentes thématiques environnementales, boisement compensateur, risque, incendie, hydrogéologique. C'est ce travail qui nous permet aujourd'hui de vous présenter donc, ces points structurants du projet. Alors, à côté de cette concertation et du travail qui a été mené sur le projet lui-même, de la même manière, le raccordement du projet au réseau a fait l'objet d'un ensemble d'études pendant tout ce temps, et également d'une concertation dite Fontaine, avec une réunion publique qui s'est tenue en novembre 2022, et une plénière avec les parties prenantes en avril 2023. Ce qui a mené à la validation d'un fusionnement d'impact. Alors un fusionnement d'impact, c'est la zone dans laquelle, et je regarde RTE pour voir si je me trompe, mais dans laquelle en fait les câbles qui sont enterrés pourront être posés souterrains entre le poste et entre le parc et le poste de RTE. Enfin, en septembre, la municipalité de Socats a lancé la concertation dédiée à la déclaration de projet pour la modification du plan local d'urbanisme, qui est un élément important également du projet. Cette concertation a été lancée, monsieur le maire, en début septembre, enfin mi-septembre, avec déjà des premières réunions qui ont lieu le 12, 13 et 20 septembre dernier, et une réunion publique qui aura lieu le 5 octobre, si je ne me trompe pas, et ensuite une autre réunion avant l'enquête publique. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir aussi sur la diapo, la phase de concertation ne s'arrêtera pas au dépôt des autorisations, mais elle continue jusqu'à l'enquête publique. C'est bien une démarche, premièrement la loi nous y oblige, mais enfin de toute façon nous portons cette démarche d'échange avec le public tout le long du projet. Donc cette phase continuera jusqu'à l'enquête publique, ce qui nous permettra également d'approfondir certains points, comme par exemple les retombées sur le territoire, les offres d'électricité, enfin en tout cas les possibilités d'offres d'électricité aux riverains, mais également aussi de discuter de la phase de préparation, de discuter de la construction avec vous et de la phase chantier. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et laisse maintenant la parole à l'équipe projet qui va vous apporter des éléments beaucoup plus précis sur les différents enjeux que j'ai mentionnés. Merci encore de votre attention. Merci Olivier. Alors Maud est absente ce soir, elle est dans son lit. Je prends donc
Elle est malade. Je vais donc prendre ces quelques slides sur la concertation continue qui a été largement abordée par Olivier et par Philippe Bertrand tout à l'heure. Juste en quelques mots, c'est un rappel pour beaucoup d'entre vous. La concertation continue est prévue par le Code de l'environnement et c'est une procédure qui est encadrée donc, par la Commission nationale du débat public avec les deux garants qui sont présents ici ce soir. Dans le cadre du projet Horizeo, on a trois moments pleins de participation du public. Le premier était celui du débat, qui a été rappelé tout à l'heure, 4 mois de débat public en 2021. C'était une étape importante qui permettait de questionner le projet dans ses modalités et son opportunité. S'en est suivi, après rapport de la commission particulière du débat public et la réponse de la maîtrise d'ouvrage, l'ouverture d'une concertation continue, dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui permet d'approfondir avec les parties prenantes qui se sont manifestées et qui étaient directement concernées par le projet, d'intégrer un processus donc de continuité des échanges à l'issue du débat et pour approfondir donc toutes les interrogations qui avaient pu sortir dans le débat. Donc des parties prenantes comme les usagers, des associations, des habitants et les parties prenantes plus concernées qu'on verra tout à l'heure. Donc cette concertation permet aujourd'hui de répondre à un nombre d'interrogations et je remercie tous ceux qui ont contribué à cette concertation qui ont fait émerger, y compris pour la maîtrise d'ouvrage, beaucoup d'interrogations sur lesquelles il nous a fallu apporter des éléments de réponse. S'en suivra une troisième période, celle de l'enquête publique, qui, une fois le dossier déposé, soumis au service instructeur de l'État, donc il y aura une participation du public avec des commissaires enquêteurs pour le projet. Après, la concertation ne s'arrête pas là, comme Olivier le soulignait, et certains d'entre vous l'ont d'ailleurs déjà exprimé. On peut tout à fait envisager, c'est d'ailleurs un engagement de la maîtrise d'ouvrage, de mettre en place un comité de suivi durant la phase de construction et d'exploitation pour vérifier la mise en place de tous les engagements pris dans le cadre de la concertation. Je vais passer rapidement sur cette slide. On l'a abordé. Donc, la concertation continue, elle s'est dimensionnée en fonction des attentes du public. Certains avaient des attentes très fortes en matière d'expertise. Donc, on a pu mettre en place des groupes de travail pour travailler. Donc, 4 groupes de travail sur la biodiversité, les impacts, les retombées économiques du territoire et les boisements compensateurs. Le défrichement et les boisements compensateurs. Il y a eu également des ateliers citoyens en direction des personnes concernées et des ateliers vers des riverains pour tout ce qui était intégration paysagère. Ce processus est mis en place aussi en fonction des résultats des études, donc on était rythmé par les études et aujourd'hui on vient en faire la restitution la plus complète possible. Un troisième paramètre qui a guidé notre concertation, c'est celle d'aller chercher le plus grand nombre de contributions au travers de réunions publiques, donc pour aller chercher de permanence mobile. On était à Intermarché, on était sur les marchés de la Brède et bien d'autres marchés encore. Et donc c'était pour aller chercher un recueil de diverses expressions quant au projet Horizeo. Voilà, aujourd'hui cette concertation continue et le fruit va nous permettre de présenter le projet tel qu'il est dimensionné aujourd'hui. Et je passe la parole à Lisa ou Lionel. Bonsoir. Donc nous allons vous présenter avec Lionel le projet tel qu'il est conçu aujourd'hui et comme il résulte de tout le travail que nous avons réalisé depuis le lancement du projet. Donc pour concevoir un projet, il nous faut des études environnementales. Comme on l'a déjà expliqué au cours du débat, on lance des études environnementales de façon à connaître l'état initial de l'environnement, qui va nous permettre d'identifier les secteurs sur le site qui présentent des enjeux trop forts pour être aménagés et les secteurs qui sont aménageables. Ces études environnementales vont aussi nous permettre de qualifier ensuite l'impact de notre projet sur les zones que l'on aménage ou les zones limitrophes qui seraient concernées. Et dès lors que notre impact
Alors, une fois qu'on a évalué les impacts, on identifie des mesures, et s'il reste un impact résiduel, alors nous mettons en œuvre des mesures de compensation. Donc, c'était la fameuse séquence ERC, éviter, réduire, compenser, dont nous avions parlé à plusieurs reprises. Parmi les études environnementales que nous avons lancées, certaines ont été engagées avant le débat public. C'est le cas du volet Faune Flore, pour lequel une restitution avait été faite pendant le débat public. Nous avions aussi initié l'état initial de l'environnement, puisque l'environnement, ce n'est pas que la partie faune-flore, c'est aussi l'eau, le sol, le milieu humain, le paysage, etc. Et puis nous avions lancé une étude autre, une analyse de l'empreinte carbone de notre projet, qui ne rentre pas directement dans les besoins réglementaires ou l'analyse de... comment concevoir l'organisation spatiale du projet, mais qui était importante compte tenu de l'ampleur du projet, mais aussi de la zone sur laquelle il s'implantait. Cette analyse de l'empreinte carbone vous a été présentée pendant le débat public. Elle concernait le projet dans sa globalité, donc avec le centre de données et l'électrolyseur. Cette analyse doit être mise à jour pour enlever ces éléments du projet, mais aussi pour mettre à jour les éléments du projet avec l'évolution du parc solaire, puisqu'on est sur un parc solaire sur une emprise un peu inférieure à celle que nous avions envisagée, donc avec un nombre de panneaux, avec des équipements, avec un nombre un peu inférieur. Et donc nous allons mettre à jour tout ce bilan carbone et nous publierons les résultats. Après le débat public, nous avons engagé d'autres études qui nous ont permis de concevoir le projet. Il y a alors l'étude hydraulique et hydrogéologique, donc vraiment avoir un état initial de l'environnement du site sur la partie hydraulique et hydrogéologique. Nous comptions engager cette étude. Pour autant, le débat public nous a permis d'affiner la méthodologie, puisque le bureau d'études qui a réalisé cette étude a participé au débat. Nous avons réalisé aussi des compléments d'inventaire du milieu naturel sur les optoptères et des analyses d'ADN environnemental sur la partie mammifères, aquatiques et semi-aquatiques. Nous avons lancé une étude sur le risque incendie de façon vraiment à répondre à l'enjeu que nous avions indiqué, c'est-à-dire arriver à la fois à concilier sur ce site la prise en compte du risque incendie et la préservation de la biodiversité. Et puis, nous avons lancé une étude sur l'impact foncier qui s'est attachée à analyser à analyser l'évolution des prix du bâti et des terrains à proximité du site de Cestas, donc qui constitue aujourd'hui le parc le plus grand en France. Et donc, cette étude a conclu à l'absence d'effet du parc de Cestas. Et cette étude sera publiée. Enfin, je tiens à aborder l'étude microclimatique. Donc, pendant le débat, a été soulevée la question de un parc solaire peut-il générer un effet îlot de chaleur. L'INRA, qui nous accompagnait sur la partie analyse de l'empreinte carbone, n'avait pas de réponse toute faite, étant donné qu'aucune bibliographie scientifique n'existait sur ce type de secteur et que s'il existait bien des papiers scientifiques sur cette thématique, tous ne concluaient pas à un îlot de chaleur ou à l'absence d'îlot de chaleur. Il y avait des conclusions différentes. De ce fait, nous avons lancé une étude qui compare des éléments, des mesures micrométéorologiques sur un site forestier qui était déjà suivi par l'INRA et sur un parc solaire. Donc ça, c'est une étude qui a été pilotée par l'INRA et qui conclut à l'absence d'effet îlot de chaleur sur l'année sur laquelle ont été réalisées les mesures, donc à savoir depuis juin 2022 jusqu'à mai 2023. Ces analyses donc les mesures se poursuivent. Ces analyses ont été complétées par des mesures drones qui aboutissent aux mêmes conclusions, donc qui ont été réalisées cet été. Et le projet va faire l'objet d'une prise en compte un peu plus large, puisque l'INRA a lancé un projet qui s'appelle le projet Impact, qui vise à vraiment analyser pas seulement le projet Oriseo, mais à avoir une approche plus large de l'aménagement du territoire. Quel est son impact sur la micrométéorologie ? C'est un projet qui a été retenu par la région, donc qui va avoir des financements de la région, et qui va être lancé donc en octobre, et qui va permettre aussi de comparer le parc, la forêt et une zone viticole.
Donc je vais pouvoir passer. Voilà. Alors, pour rappel, les aires d'études sont celles que vous avez sous les yeux. Avec l'aire d'étude en trait continu, c'est le secteur que nous avons analysé pour identifier les parcelles qui sont aménageables et celles qu'il fallait éviter. Les zones en pointillés sont des aires d'études au sein desquelles les bureaux d'études ont analysé différentes composantes de l'environnement et vous avez écrit, donc vous avez sous vos yeux quelques noms de lieux-dits autour du site. Et en bleu, le poste de SOCAT. Là, je vais vous présenter ensuite très rapidement le cadre environnemental du site. Donc on est sur un site qui est une zone sylvicole, qui est connectée à des zones sylvicoles alentour que l'on voit en violet et en beige, et qui est entourée de grandes parcelles agricoles. Slide suivante. Au niveau de l'environnement humain, vous avez en rouge autour de l'aire d'étude toutes les zones qui sont concernées par des habitats. Donc il y a assez peu d'habitats, mais il y a des habitations isolées directement au sud de l'aire d'étude. Il y a le bourg de Payon au nord et quelques habitations sur la partie est. Slide suivante. Donc là, vous avez le réseau hydrographique. Il s'agit d'un réseau classique des zones sylvicoles, un réseau de fossés, donc avec un écoulement temporaire. Il y a aussi des lagunes à l'intérieur de ce site-là. Et l'ensemble du site s'écoule vers le nord. On le voit sur la slide suivante avec les bassins versants. Donc c'est l'eau. Les eaux de ruissellement s'écoulent vers l'eau blanche sur une petite partie, environ un quart du site, et vers le SOCAT sur la plus grande partie du site. Comme habituellement dans les landes sylvicoles, les parcelles sont longées, donc quadrillées par les fossés, eux-mêmes longés par des pistes qui permettent d'accéder à l'ensemble des parcelles cultivées. Et il est coupé en deux axes. Un axe nord-est-sud-ouest, qui constitue aussi un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et qui n'est pas clôturé, qui est à l'extérieur du site, et un axe qui lui est perpendiculaire, qui lui fait partie des deux enceintes clôturées du site. L'organisation du site que l'on va vous présenter ensuite résulte pour la majeure partie de la prise en compte des enjeux du milieu naturel. On a des habitats et espèces qu'on constate habituellement dans ce milieu, avec des espèces protégées, sachant que les habitats sont généralement dégradés, voire très dégradés. On aboutit à la carte que vous avez sous les yeux, avec un gradient de couleur qui va des enjeux faibles pour la couleur jaune aux enjeux les plus forts pour le rouge et le marron. L'objectif est bien d'implanter les activités en fonction de la sensibilité ou des enjeux environnementaux du site, mais aussi en fonction des besoins et des contraintes de chacune des activités envisagées. Donc la partie agrivoltaïque et production maraîchère, l'objectif était de l'implanter à proximité d'une route pour pouvoir acheminer la production agricole. Et sur un secteur avec peu d'enjeux de biodiversité et de zones humides. C'est la raison pour laquelle on l'a localisé à l'extrémité ouest. À l'est, au plus proche du poste électrique de SOCAT, l'objectif était d'installer les batteries et les sous-stations électriques du parc solaire de façon à limiter le linéaire de raccordement de câbles électriques. Et enfin, à l'intérieur de l'ensemble, le parc solaire, des secteurs ont été identifiés pour accueillir le parc solaire. Donc ça donne ces slides-là. Voilà, vous avez en noir les deux grands ensembles qui sont alloués à la partie parc solaire. Vous voyez à l'intérieur de ce parc solaire qu'il subsiste des secteurs en rouge, donc qui sont des secteurs à enjeu fort. Ces secteurs à enjeu fort, nous les conservons à l'intérieur du site, mais ils ne vont pas être conservés en zone sylvicole, c'est-à-dire que nous allons devoir les défricher, c'est-à-dire changer l'usage, puisque pour des raisons de prise en compte de la contrainte incendie, le SDIS nous demande de limiter le linéaire d'interface entre le parc solaire et les zones forestières. De ce fait, nous allons défricher les secteurs qui sont à l'intérieur, et ces secteurs étant à enjeu de biodiversité liée à des espèces qui sont plutôt de milieux ouverts, il est aussi intéressant de ne pas conserver
la partie boisée et de les gérer en secteur ouvert pour la biodiversité qu'ils accueillent. Et ces secteurs-là vont donc être utilisés pour la compensation. Et vous avez à l'ouest, le petit triangle qui est concerné par la partie maraîchère et agrivoltaïque. Ensuite, donc, au sein de ce site, le bureau d'études qui nous accompagne sur la partie faune-flore a proposé des corridors, différents corridors arborés, arbustifs et des corridors à Moligny, de façon à mailler tout le site et à permettre à toutes les espèces de pouvoir s'y déplacer. Cela ne veut pas dire que sur le parc solaire, les espèces ne pourront pas se déplacer. Les corridors, ce sont vraiment des espaces qui seront gérés pour uniquement la biodiversité qu'elle accueille. Nous aurons bien aussi des espèces sur nos parcs solaires. Et maintenant, je vais passer la parole. Je vais ensuite présenter. Nous allons passer à la présentation de ce qu'il va y avoir à l'intérieur des enveloppes noires. Donc c'est la slide suivante. On va être sur le parc photovoltaïque. Voilà, donc là c'est vraiment le plan de masse que vous avez vu affiché au fond, qui représente les éléments que vous avez vus, mais à la bonne échelle. Donc l'objectif était vraiment de montrer l'échelle des corridors et des parcelles évitées. Slide suivante. Donc le parc photovoltaïque, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette grande enveloppe noire? Il y aura des rangées de panneaux, des postes de transformation qui vont permettre de passer notamment de modifier le niveau de tension du courant, des sous-stations électriques, donc le courant va être produit par les panneaux, acheminé via des câbles jusqu'au poste de transformation, puis jusqu'aux sous-stations électriques, et c'est là que le parc sera raccordé au poste électrique de Socats par les câbles donc, de RTE. Au sein du parc, nous avons prévu d'aménager des bâtiments d'exploitation. Nous aurons nos exploitants sur place, Engie et Neoen. Donc là, vous avez une esquisse d'un projet de bâtiment d'exploitation qui est travaillé aujourd'hui par les architectes qui nous accompagnent, donc avec des bâtiments en rez-de-chaussée et une terrasse qui permet d'avoir une vue sur le parc. Les parcs seront ceinturés par des clôtures. La partie chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien entendu, sera laissée libre d'accès et des portails seront installés à la fois pour l'accès pour nous à nos parcs solaires, mais aussi pour des raisons de mesures liées, de préconisation du SDIS que Lionel vous présentera après. À l'intérieur de cette grande enveloppe, il y aura aussi les secteurs évités qui pourront être des habitats pour le Fadet des Lèches, des habitats pour la fauvette pitchou. On a aussi un habitat en bon état pour l'alouette Lulu qui est conservé, et les lagunes et leur ceinture de végétation. Et il y aura aussi les secteurs évités pour la création des corridors qui constitueront aussi des habitats, donc Moligny, arbustifs et arborés, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Là, ce sont les exemples de corridors qui ont été proposés par le bureau d'études. Donc des corridors primaires plus larges, de 20 mètres, avec des corridors secondaires plus petits, de 10 mètres de large à compter de la piste. Donc ça, ce sont pour les corridors Landa-Moligny. Il y aura une haie bocagère qui, globalement, ceinturera le site sur une vingtaine de mètres. Et enfin, des corridors secondaires arbustifs qui longeront un certain nombre de fossés. Je vais passer maintenant la parole à Lionel qui va vous donner des détails sur l'organisation du site et les mesures retenues. Merci Lisa. Donc là, on voit simplement sur cette carte les accès qui seraient exploités, notamment en phase d'exploitation. Donc l'accès serait via l'accès actuel en fait du site, donc qui est au sud-ouest du Murat, et avec le chemin de Compostelle qui ne serait que traversé au niveau de deux emplacements. L'emplacement actuel, où on a la grande piste, qui est la grande piste calcaire qui ceinture le site d'est en ouest, et aussi un deuxième accès également qui traverserait le chemin de Saint-Jacques un petit peu plus au nord. Donc, concernant ensuite le volet hydraulique,
Donc l'étude aujourd'hui elle est en phase de finalisation, on attend toujours les résultats des calculs définitifs. Sa méthodologie donc quant à elle, elle s'est articulée donc autour à la fois de visites de terrain, de rencontres d'acteurs locaux, d'un protocole de mesures diverses, donc ça, qui allait à la fois des mesures topographiques jusqu'à des relevés pédologiques et de niveau d'eau au sein des fossés. Que ce soit aussi des analyses historiques, se baser sur des piézomètres existants depuis plusieurs dizaines d'années, et enfin d'outils de modélisation pour pouvoir bien avoir une idée précise du comportement de la nappe à n'importe quel moment de l'année. Donc le site, on voit ici qu'il a été divisé en différents sous-bassins versants. Comme l'a dit Lisa, l'écoulement des eaux se fait majoritairement vers le nord. Et nous avons ici une solution qui est affinée, donc on n'a pas les résultats définitifs, mais néanmoins c'est la solution qui serait retenue par notre bureau d'études en TA, qui consiste en la création de merlons, qui servirait à compenser l'impact du projet sur les eaux pluviales, donc des merlons qui seraient positionnés au nord du site, donc ce sont les traits rouges que vous voyez, et dont la hauteur maximale localement atteindrait environ 1 mètre de hauteur. Et vous avez en bleu, grosso modo, la zone où serait stocké l'eau à l'intérieur de notre site. Voilà. Donc on pourra y revenir ultérieurement. Concernant ensuite le volet incendie, donc comme l'a indiqué Lisa, la première des contraintes, c'est entre la partie extérieure et intérieure. Donc c'est d'une part avoir une création de pistes périmétriques internes et externes, d'avoir aussi les obligations légales de débroussaillement qui se fassent intégralement à l'intérieur de notre emprise du projet. Donc les 50 mètres d'obligation légale de débroussaillement se feraient à l'intérieur du site. La présence bien sûr de citernes souples tous les 40 hectares et la présence de portails tous les 500 mètres minimum, ce qui a été montré. Ensuite, concernant les mesures à l'intérieur du site, donc c'est un autre réseau de pistes de 6 mètres de largeur, donc conformément aux prescriptions du SDIS, on réutilise majoritairement l'existant, voilà. Et avec un réseau également secondaire pour les véhicules légers. Également, étant donné que la volonté des porteurs de projet, donc Engie et Neoen, a été de favoriser une fauche tardive pour permettre un meilleur accueil de la biodiversité au sein d'un parc photovoltaïque, il a paru nécessaire de subdiviser les parcelles qui seraient équipées de parcs de photovoltaïque via des créations de bandes à la terre de 7,50 m de large qui ont été calculées par notre bureau d'études Effectis afin de minimiser le risque incendie au sein du site. Ensuite, donc, concernant c'est notamment les exemples d'obligations légales de débroussaillement. Donc, vous avez ainsi ici un exemple de coupe, c'est ce qu'on voit CC' au nord-est du projet. Donc, grosso modo, on voit la partie en bas à gauche, donc le parc photovoltaïque qui est ceinturé par une voie périmétrale de 6 mètres de large. Ensuite, on a la clôture à partir de laquelle on a une bande à la terre pour couper justement toute connexion végétale entre l'intérieur et l'extérieur du site sur une bande de 5 mètres. Suivi d'une piste également que pourra utiliser les services de secours pour pouvoir contourner le site sans y pénétrer en attendant l'arrivée du technicien. On a une bande ensuite de 20 mètres supplémentaires sur laquelle le SDIS demande à ce qu'il n'y ait pas de résineux. Il peut y avoir quelques feuillus éparses, d'où la présence d'un arbre ici, mais sans résineux. Et ensuite, les 20 derniers mètres sur lesquels il peut y avoir des résineux et pour lesquels il faudra débroussailler en strate basse. Donc l'intégralité de ces 50 mètres se font à l'intérieur du site, c'est-à-dire maximum jusqu'à la clôture existante des deux chasses. Donc, je passerai rapidement sur le deuxième exemple. Donc, ici, il est légèrement différent. Pourquoi ? Parce qu'on est face à une interface agricole. Donc, ces 50 mètres d'obligation légale de débroussaillement ne s'appliquent pas en soi, étant donné que nous ne sommes plus en interface avec la forêt, et raison pour laquelle nous pouvons avoir un corridor arboré qui est à un peu plus de 10 mètres de notre clôture, étant donné que, par contre, la bande à la terre et la piste périmétrale de 5 mètres de large extérieure sont toujours présentes. Ensuite, concernant les mesures à l'intérieur du site, comme l'a expliqué Lisa, ce parc photovoltaïque, via sa dimension, permettra d'avoir à la fois des bâtiments d'exploitation sur site, donc avec des équipes qui travailleront sur site en permanence, et avoir également donc, une veille incendie directement sur place.
Également seront équipés donc des caméras pour avoir une détection du risque incendie, et également l'équipement de nos équipes techniques et bien de citernes transportables, notamment par 4x4 type véhicule DFCI existant. Voilà. Ensuite, je passe rapidement sur la partie batterie qui a pu être expliquée déjà lors d'un comité de suivi au mois de juin, lors d'un groupe de travail au mois de juin. Donc une batterie, grosso modo, c'est constitué de quoi? On va dire les cellules, hein, donc c'est taille vraiment très petite, qui vont être assemblées au sein d'un module, qui vont être ensuite assemblées au sein de ce qu'on appelle des racks, qui vont être empilés les uns au-dessus des autres, ensuite à l'intérieur d'un conteneur. À la sortie de ce conteneur, on a une électricité continue qui doit être transformée en alternative, vu que le réseau est en alternatif, et ensuite passe via un transformateur à la tension du réseau. Donc, concrètement, si on passe à la slide, donc, on a un exemple ici de batteries qui ont été inaugurées en 2019 dans les Landes, hein, donc des batteries Neoen. Donc, on voit ici, Nidec, c'est le fabricant. Donc, on a deux conteneurs. Ici, on voit plus précisément les conteneurs, donc 12 mètres de long sur 2,50 mètres de large. On a une surface clôturée qui est réduite. À l'intérieur du site, c'est une aire qui est gravillonnée. On a les transformateurs qui sont à l'extérieur et le poste de livraison. Donc, c'est une solution qui est entièrement démontable. Concernant les technologies, donc c'est la technologie lithium. Donc lithium, ça veut dire beaucoup de choses. En fait, dans la technologie lithium, il y a plusieurs sous-technologies. La technologie donc qui va être différente, donc lithium fer phosphate, la technologie LFP, et la technologie nickel manganèse cobalt. Donc ça va être la technologie NMC. Et une dernière qui est lithium métal polymère. Alors la NMC va être principalement utilisée dans les véhicules électriques, même si on a aussi malheureusement des exemples, par exemple des bus qui ont brûlé à Paris, ça c'était la technologie qui est tout en bas, lithium métal polymère, et une technologie donc, qui a un inconvénient, qui a une densité énergétique moins importante que la NMC, qui est la LFP, mais qui a l'avantage d'être plus sécurisante puisqu'elle atteint des niveaux de température qui sont plus bas. Donc, dans le cadre du projet, s'il vous plaît, la suivante. Dans le cadre du projet Oriseo, la technologie qui avait été choisie et qui est choisie, donc c'est la technologie LFP qui a l'avantage d'être la plus stable avec des niveaux de température plus bas que la technologie NMC. Également, pour ce projet, nous avions lancé une étude dont les résultats viennent d'arriver, donc sur la distance préconisée entre containers pour qu'en cas d'emballement, un container qui prendrait malheureusement feu ne puisse se propager à un autre container. La mise en place également de réserves d'eau à disposition du SDIS et un emplacement qui est en discontinuité de la forêt éloignée des habitations. Enfin, étant donné que la norme évolue pour cette technologie qui a maintenant quelques années, Neoen a déjà 7 ans d'expérience sur cette technologie, mais elle évolue constamment avec cette certification dont je vous passerai le nom de code que vous avez à l'écran. Donc cette certification, elle apporte quoi? Elle apporte plusieurs niveaux de sécurité. Vous avez vu tout à l'heure qu'une batterie, un conteneur, c'est plein en fait de petites cellules dans des modules, etc. On arrive ensuite à un grand conteneur. Donc ces 3 niveaux de sécurité, c'est quoi? C'est en cas d'emballement d'une cellule, cet emballement ne puisse se propager aux cellules voisines et qui ensuite ne puisse se propager au module suivant et qui ne puisse se propager ensuite au rack suivant. Donc cette certification, qui est celle que nous envisageons sur Oriseo, permettrait justement de minimiser tout risque d'emballement d'un conteneur en entier. Pour la suite, donc, vous avez ici, qui est déjà sur le site Oriseo, donc une visualisation 360 de notre projet, donc de 40 MW, avec ici un plan architecte qui n'est pas définitif, donc, qui reprend les idées qui ont été évoquées précédemment. Donc, on a l'emplacement des conteneurs qui sont chacun espacés de 12 mètres entre chaque conteneur, 12 mètres également par rapport à la clôture, qui est la distance en fait, qui a été vue notamment par Effectis, qui permet justement d'éviter tout risque de propagation d'un conteneur à un autre. Une piste interne à côté desquelles sont présentes des batteries, des bâches incendie,
et qui permettent ensuite de pouvoir faire tout le tour du site sur une piste en dur. Voilà, et cette parcelle-là, on pourra le revoir tout à l'heure si vous le souhaitez. Elle n'est pas présente en bordure du site, elle est présente entre des panneaux photovoltaïques et une zone à Moligny. Voilà. Je laisse Mathieu poursuivre pour la Green Energy. Je fais un petit zoom sur la brique donc de production maraîchère et agrivoltaïque pour les circuits courts. Donc c'est un partenariat que nous avons signé fin d'année dernière, je crois, avec la coopérative qui s'appelle La Ceinture Verte et qui a pour objectif de promouvoir le maraîchage diversifié et qui s'oriente aussi sur l'agri-PV. Donc l'objectif, c'est d'installer des maraîchers, de garantir un meilleur revenu pour ces maraîchers et de développer des circuits courts en cohérence avec les territoires et la loi Egalim. La Ceinture Verte, la coopérative donc investit dans les fermes maraîchères et fournit des appuis techniques et de vente pour les maraîchers qui la rejoignent. Elle fédère des acteurs institutionnels, des structures de développement agricole et bien entendu des maraîchers. On va pouvoir voir quelques points de vue. Vous avez ici un plan de masse en vertical de ce pôle-là qui représenterait donc à peu près 8 hectares. On est à l'extrême ouest, le long de la RD 1010, à l'extrême ouest du projet, sur cette parcelle triangulaire. Donc, on va voir un autre point de vue avec les 4 ensembles. Donc, un premier espace dédié à la production maraîchère, diversifiée, donc qui sera piloté par la Ceinture Verte et par les maraîchers qui seront en place. On parle d'à peu près 2 à 3 équivalents temps plein, 2 à 3 maraîchers. Un espace dédié à des équipements agricoles, donc avec des serres chapelles. L'espace dédié à l'agrivoltaïsme, il y a une réglementation qui est naissante là-dessus, avec des décrets à venir. Et donc cette brique-là, je vais continuer à l'appeler brique, elle va pouvoir expérimenter, faire de la recherche et développement. Ça rejoint le 4e espace qui est dédié vraiment à la R&D pour expérimenter des technologies et de la production. Donc on va expérimenter ici les intentions qui sont les nôtres avec la Ceinture Verte, enfin surtout la Ceinture Verte en fait. C'est de l'arboriculture, donc plutôt viticulture et de la vigne et du kiwi. Et une autre part pour tout ce qui va être fruits rouges, donc qui sont des plantations qui sont assujetties aux aléas climatiques. Et vous avez peut-être eu l'occasion d'en discuter avec Aline. En tous les cas, Aline surtout se tient à disposition en fin de réunion pour échanger là-dessus. On a d'autres points de vue, je crois, voilà, où on voit les technologies qui seront déployées, surtout sur l'agrivoltaïsme, donc avec des panneaux, ce qu'on appelle l'AVD, l'agrivoltaïsme dynamique, qu'on avait déjà présenté par ailleurs, et le pôle de R&D. Je crois, voilà. Et on va passer sans trop de transition de la brique maraîchage à la brique, à l'appel à manifestation pour la constitution des boisements compensateurs. Ça a été un gros sujet du débat public et de la concertation. On a toujours dit que c'était un projet dans le projet. Donc, au sortir du débat public, il a été mis en place un groupe de travail avec des parties prenantes. On collaboré dans le cadre de CGT, le CISDO, qui est le syndicat mixte qui gère le SCOT de Bordeaux Métropole, le CNPF, la région Nouvelle-Aquitaine, la réserve naturelle, l'ALEC, je pense oublier personne. Et on a tous rassemblé les exigences qui étaient les nôtres pour satisfaire à la réglementation et à l'ambition du projet. Et donc on a mis en place cet appel à manifestation d'intérêt qui doit être, si je ne me trompe pas, sur le site internet du projet Oriseo. Et donc qui a pour but d'identifier des parcelles à reboiser conformes à la réglementation. C'est l'État qui nous guide là-dessus. Et au plus proche du site. Voilà, c'était ces 2 objectifs-là.
Et donc, on avait pris, dans le cadre du débat, l'engagement de reboiser au moins 2 fois la surface qui serait autorisée au défrichement. Et donc, au travers de cette AMI, c'est bien cet engagement que l'on souhaite respecter. Donc, les surfaces éligibles sont des critères assez stricts qui sont définis par les services de l'État. Et donc aujourd'hui, cette AMI a été publiée à destination des organismes forestiers, et on a plusieurs centaines d'hectares qui ont déjà été identifiés comme compatibles pour faire de la compensation. Donc c'est plutôt un bon signal après 1 à 2 mois de publication. Et donc on va travailler sur ces parcelles-là. Pour information, l'État, on a réalisé une convention avec l'État qui nous autoriserait à mettre par anticipation, à réaliser des boisements compensateurs par anticipation. Ce n'est pas gage de la délivrance des autorisations, mais c'est un signal plutôt vertueux donc de pouvoir mettre en œuvre des boisements compensateurs quand bien même les autorisations ne sont pas ou ne seraient pas délivrées. En tout cas, c'est dans ces intentions-là qu'on souhaite s'orienter. On travaille aussi avec la filière viticole qui subit une crise sanitaire. On travaille avec les services de l'État et la filière viticole pour identifier des parcelles et pour s'engager à reboiser certaines parcelles qui pourraient, avec les viticulteurs, qui pourraient donc solliciter des aides à l'arrachage et avoir des intentions de reboisement de leurs parcelles. Donc on travaille dans cette optique-là également. Voilà. S'il y avait d'autres, ça sont quelques exemples réglementaires de travaux qui sont autorisés et dits éligibles pour la compensation. Et c'est plutôt la photo du milieu aujourd'hui sur laquelle on s'engage, c'est-à-dire la replantation sur des parcelles éligibles, donc soit des surfaces de vignes arrachées, soit des parcelles qui ont subi les tempêtes 99-2009 par exemple. Voilà, on se tient à votre disposition pour fin de débat. Je crois que tu avais... Merci beaucoup. Je vais tous vous laisser reprendre votre souffle parce que vous avez quand même fait l'exercice. Le plus complexe, c'est d'arriver à condenser toute la matière dans un temps donné. On a un petit peu débordé du temps, mais il était quand même important qu'on puisse vous présenter l'ensemble de l'information disponible. Et encore, on n'est même pas rentré dans tous les détails. Donc, encore une fois, les stands thématiques pourront vous permettre de continuer les échanges après cette réunion. On va donc ouvrir, comme convenu et comme on s'y est engagé, un temps de questions-réponses, du moins jusqu'à ce que vous ayez pu avoir les retours nécessaires à vos questions. Je vous laisse donc prendre la parole. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous présenter et votre propos sera consigné au titre de votre personne ou de votre structure. Si vous ne le souhaitez pas et restez anonyme dans votre contribution, vous n'y êtes évidemment pas contraint. Mes collègues sont dans la salle avec un micro, puisque comme nous avons besoin d'enregistrer pour les besoins de la vidéo, je vous demanderai d'attendre d'avoir le micro à votre disposition pour poser votre question. Mais néanmoins, à vous manifester pour qu'on vienne prendre votre question. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Alors, on a monsieur le maire, Bruno Clément, maire de Socats, qu'on va laisser dire un petit mot. On vous écoute, monsieur le maire. Oui, tout d'abord, je tiens à m'excuser, mais on a une réunion à 20h en mairie, donc je suis obligé de partir. Je voudrais apporter une précision concernant le calendrier et la date des enquêtes publiques. Il n'y aura pas d'enquête publique en juillet-août. Je le précise, voilà, parce que ça, ce n'est pas acceptable. Donc ça sera soit en juin, mai-juin, soit septembre-octobre. Voilà. C'est par rapport au calendrier qui a été donné. Je voudrais rassurer tout le monde. Les enquêtes publiques auront lieu quand les habitants sont présents. Voilà. Et je vous donne rendez-vous également pour la réunion de rendu des ateliers dans le cadre de la recommandation de la CNDP, jeudi prochain, 5 octobre, à la salle des fêtes, là cette fois-ci, où on vous fera la synthèse de tous les ateliers, de toutes les conclusions auxquelles on est arrivé à l'issue de ces réunions. Mais je dois partir, je n'ai pas pu reporter la réunion qui a lieu à partir de 20h en mairie. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Effectivement, précision importante sur l'enquête publique. Je crois avoir vu une main qui s'était levée tout à l'heure. C'est madame. Madame, on vous donne la parole. Oui, bonjour, je suis... Vous demandez par contre de bien coller le micro droit contre votre menton pour qu'on puisse bien vous entendre. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Très bien. Donc, Joël Ries, habitante de Léognan. C'est une question à propos de l'agriculture que vous proposez. Je n'ai pas entendu, mais peut-être l'avez-vous dit, quelles seront les personnes qui viendront cultiver? Est-ce que ce seront des salariés de Ceinture Verte ou est-ce que ce seront des individuels, des paysans, des agriculteurs qui loueraient des locaux, qui loueraient une surface? J'aimerais avoir une précision sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Oui, alors le processus n'a pas démarré, mais ce sont effectivement des maraîchers qui s'installent. Ce ne sont pas des salariés de la Ceinture Verte, mais bien des maraîchers indépendants et c'est une sorte de pépinière en fait, hein, et qui vont louer les aménagements qui seront mis à disposition. Et le but est de les conseiller pour ces activités de maraîchage diversifiées et d'agrivoltaïsme également. On a répondu à votre question, madame? Parfait. Alors, est-ce qu'on a une question? Alors, un monsieur pour changer, et ensuite on aura madame derrière. Oui, bonjour à tout le monde. Jean-Marie Clé. Moi, j'ai 3 questions. J'ai déjà posé tout à l'heure à certains des membres de la tribune. Est-ce que les études environnementales concernent le raccordement jusqu'au poste source? Parce que pour certains qui suivent les dossiers d'enquête publique, la mission, la MRAE, le demande chaque fois. Ça n'a pas été stipulé. Alors après, en parlant du risque d'incendie, il y a une chose qui m'a fait titre. Nous, à tous les deux, on arrive des Landes. Et vous parlez de préconisation de 2021 pour les risques de feux de forêt. Mais de mémoire, le 7 juillet 2023, il y a eu un règlement interdépartemental par rapport au risque d'incendie feux de forêt, et qui est un peu différent de ce que vous avez annoncé dans votre présentation. Après, le 3e point est presque le dernier. Vous avez parlé du coefficient 2 de compensation forestière. Alors, comme l'arrêté de défrichement n'a pas été signé encore, le coefficient de mémoire varie entre 1 et 5. Vous avez défini 2, c'est vous qui l'avez défini, ou c'est les services de l'État qui vous l'ont proposé? Après, le dernier point, vous avez parlé des batteries, la batterie sur la commune de Azur dans les Landes. Alors, avec mon collègue, on s'est regardé tous les deux, de mémoire, ça a pris feu. Alors, est-ce que puisque vous avez parlé de certification, est-ce que cette certification pour ces batteries a été modifiée? Voilà. Alors, on va répondre à cette grappe de questions. Alors, je vais passer mon micro à David Servant pour RTE, qui est donc en charge de la partie raccordement électrique, qui va vous apporter le complément de réponse. Merci. Donc, pour la question sur les études environnementales concernant le raccordement, donc on a bien mené les études environnementales sur le raccordement en parallèle des études environnementales que vous ont présentées Engie et Neoen. Et donc, dans l'étude d'impact, il sera bien question aussi du raccordement sur chaque volet. Les impacts éventuels du raccordement seront décrits dans chaque volet. Merci David. Et donc on va laisser la parole à ces messieurs, dames, pour répondre sur les 3 autres sujets qui concernaient à la fois la réglementation prise en compte pour les incendies, premier sujet. Deuxième sujet sur les boisements compensateurs coefficient 2, ce chiffre, d'où vient-il? Et troisième sujet sur un sujet batterie qui a eu une petite, semble-t-il, une mésaventure récemment. Il n'y en a plus. Voilà, donc on va répondre à ce sujet-là. Je vous laisse, messieurs, répondre. Oui, sur le coefficient, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, on ne le connaît pas. Par contre, on a pris aujourd'hui, il existe 2 formes pour compenser. La première, c'est payer la taxe au fonds de compensation bois et la forêt. Donc c'est financier, c'est une contribution financière. Et la deuxième forme, c'est un reboisement physique. Et c'est la forme qu'on a choisie. On s'est engagé au moins sur 2 fois. Mais on n'a pas encore le rendu des services de l'État. Ils pourront nous dire, c'est 3, auquel cas, si nous, on a, au travers de l'AMI, pu identifier 3000 hectares,
on pourra servir cet engagement de reboiser 3000 hectares. Mais le point de départ, voilà, on s'est engagé sur reboiser physiquement 2000 hectares, à minima. Si on peut faire plus grâce à l'AMI, on le fera. Et si l'État nous donne un COEF qui est supérieur, parce qu'effectivement, il peut varier de 1 à 5. Voilà. Donc c'est un seuil minimum sur lequel on s'est engagé physiquement. Après, sur le règlement interdépartemental qui a été signé cet été, effectivement en juillet, il n'y a pas de contre-indication. Les OLD que vous avez ici sont les OLD qui sont validés et par la DFCI et par le SDIS, les différents services régionaux, enfin départementaux et régionaux, et donc qui décrivent la séquence de l'obligation légale de débroussaillement, qui n'est pas remis en cause par l'arrêté, c'est un arrêté préfectoral, je crois, hein, interdépartemental, et donc on est conforme, on reste conforme avec les engagements qui sont pris là. Voilà. Et sur les batteries? Sur les batteries, alors sur Azur, effectivement, il y a eu un incendie, mais qui ne concerne pas la batterie. On a 2 parcs solaires sur la commune d'Azur. En fait, c'est un onduleur d'un parc solaire qui, effectivement, a eu un sinistre cet été. Le sinistre a été limité à l'onduleur en soi et sur environ, je dirais, 1000 m² à peu près autour. Donc les sapeurs-pompiers ont pu venir, le technicien leur a ouvert la porte et l'incendie a été maîtrisé. Ça ne concernait pas effectivement la batterie, mais je comprends pourquoi vous dites ça, c'est parce qu'on a aussi des parcs solaires sur Azur où effectivement cet été on a été touché sur un onduleur. Nous avons répondu, monsieur avocat de questions. Parfait. Nous avons madame qui demandait la parole. Voilà, on vous écoute. Merci. Donc Sophie Perrache d'Horizon Forêt. Justement, concernant les batteries, alors si j'ai bien vu le petit dessin, il y aurait 32 conteneurs de batteries. Parce que la photo que vous montrez, il y en a 2, donc voilà, 32, j'imagine que c'est tout à fait autre chose. Je voudrais savoir sur quelle surface ça s'étend. Après, concernant les incendies, nous, fin août, sur Socats, des batteries ont pris feu. Des batteries au lithium. Enfin, il me semble, vous n'en parlez pas du tout, mais c'est le cas. Donc là, 32 batteries, bon, voilà, on peut se poser la question. J'avais une question aussi concernant les bassines, j'ai pas tout à fait compris, les bassines de rétention d'eau, voilà, si vous pouviez préciser un petit peu la taille, la matière aussi, voilà, merci. Alors, donc, concernant les batteries, effectivement, l'implantation qui a été montrée, c'est avec 32 conteneurs. Donc, pour une puissance de 40 MW et environ 150 MWh. Donc, avec un stockage, en gros, c'est juste la puissance raccordement au réseau et de 40 MW, mais on peut stocker sur plusieurs heures. Donc, concernant l'incendie, effectivement, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas un de nos sites, donc je ne voulais pas parler au nom d'Amarenco, qui a été concerné. C'est une technologie lithium, et effectivement, c'est la technologie NMC qui a été concernée, donc nickel, manganèse, cobalt, qui a été citée. Donc, elle a l'avantage, effectivement, d'avoir une densité énergétique plus élevée, mais une température à l'emballement qui est également plus élevée. Donc, raison pour laquelle on a choisi la technologie LFP. Donc, on est conscient de ça, effectivement. On a pu observer les actualités. Neoen, nous, on croit beaucoup dans les batteries. C'est une technologie d'avenir qui va servir notamment à participer à la flexibilité du réseau, qui est l'un des enjeux futurs pour le mix énergétique. On a déjà plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. On a plus de 1 gigawatt de batterie, plus de 1000 mégawatts qui ont été installés à travers le monde. Néanmoins, cet incendie, effectivement, on comprend les craintes. Pour tout vous dire, aujourd'hui, il y a un questionnement interne sur le maintien de cette installation au sein du projet Horizeo. On a pu prendre également connaissance très récemment, hier, suite à la transmission du compte-rendu d'un groupe de travail, justement, de la modification du document d'urbanisme qui nous a été transmise par monsieur le maire, qui demande justement, qui indique la volonté de ne pas mettre les batteries au sein de son document d'urbanisme.
nous prenons acte de ça, on va en discuter avec la mairie et on prendra notre décision définitive sur le maintien de la batterie très prochainement, très probablement, étant donné qu'il y a une réunion publique le 5 octobre pour indiquer notre décision définitive ce jour-là. Et pardon, votre deuxième question, donc concernant les zones de stockage temporaire, donc pour pouvoir bien stocker les eaux pluviales, donc l'impact dû au défrichement notamment et au reprofilement de certains fossés. Les surfaces, j'ai pas les surfaces là en tête. Je ne sais pas si on peut remettre la carte en soi. Les surfaces, en fait, elles vont dépendre à la fois du sous. Non, pas celle sur l'eau, s'il te plaît. Carrément. Là. Voilà. Non. Voilà. Donc, vous voyez que la taille, justement, des sous-bassins versants, on voit qu'il y a J4, J1, J2A, J2B, etc. On a une surface qui est captée, en fait, par chaque sous-bassin, qui est différente. Une surface également concernée par le défrichement qui est différente. Donc, c'est pour ça que les dimensions de chaque merlon et également l'emprise en bleu est différente pour chaque sous-bassin versant. Et on a des hauteurs d'eau également qui sont différentes. Donc tout ça vous sera précisé dans le document final. Aujourd'hui, j'ai moi-même pas les dimensions finales précises de chaque merlon et les volumes associés. Mais on a des merlons, grosso modo, qui vont être de 30 cm de haut jusqu'à 1 mètre de haut, grosso modo, selon les endroits. Donc c'est pas quelque chose qui va être très important en termes de hauteur, et le matériau qui va être utilisé, en fait, ça va être le matériau sur site. Donc c'est le sable sur site. On fera des merlons suffisamment larges, justement, sur plusieurs mètres de large, justement, pour pouvoir retenir l'eau sur site. L'idée, de toute façon, elle n'est pas de stocker définitivement l'eau, elle est juste de pouvoir limiter l'impact du projet, faire en sorte qu'il n'y a pas d'impact en aval, et donc l'eau est destinée ensuite à repartir dans son milieu naturel. Merci beaucoup Lionel. Madame, on a répondu à vos questions. Très bien. A-t-on d'autres questions? Madame, oui. Merci. Oui, justement, par rapport à l'eau, je demandais, vous parlez de merlan, mais est-ce que vous avez un cubage approximatif de l'eau qui va être en rétention par rapport au déboisement qui va être lié au déboisement, c'est-à-dire à tout ce que les pins ne vont pas pomper en eau? Est-ce que vous avez une estimation du volume d'eau qu'il va falloir garder sur site? Et deuxième question, est-ce que vous avez des réponses plus précises par rapport à la toxicité liée à une éventuelle combustion des panneaux solaires ou des batteries sur le site? L'autre jour, j'ai posé la question, vous n'aviez pas encore le résultat, donc je voulais savoir si là, vous avez des informations plus précises par rapport à la toxicité, étant donné qu'il y a quand même des habitations qui sont quand même assez proches, et que, vu l'expérience qu'on a eue l'été dernier par rapport aux incendies, 5 km, c'est vraiment rien du tout quand il y a un incendie à côté. Hein. Les nuages se déplacent sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. Donc c'est quand même une notion un peu inquiétante. Merci beaucoup. Très bien, merci Madame. Donc, premier sujet sur le volume de l'eau retenu sur site, et deuxième sujet sur le côté riverain. On vous écoute. Je ne sais pas si c'est Lionel qui a pris le micro, hein, c'est ça? Oui. Concernant le volume d'eau, moi aujourd'hui je ne l'ai pas. Donc ils sont justement en train d'affiner le calcul pour pouvoir déterminer quel est le volume d'eau réel à stocker lors d'un épisode exceptionnel. En temps normal, ces merlons ne servent à rien. Donc l'eau, elle part directement dans les fossés, il n'y a pas de souci. Là, ces merlons sont dimensionnés en cas d'épisode exceptionnel. Donc tout ça vous sera indiqué dans le dossier finalisé, mais voilà, on n'aura pas en permanence des volumes d'eau qui seront stockés sur site. Ce sont des zones au sein desquelles il y aura des panneaux photovoltaïques. Voilà, ces zones sont là pour être utilisées de manière très temporaire. Donc lorsqu'il y a des épisodes exceptionnels. Concernant la toxicité, alors moi je vais parler des batteries.
Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'on avait lancé donc, au printemps une étude avec Effectis pour déterminer la distance entre chaque conteneur, pour éviter qu'il y ait une contamination d'un conteneur à un autre, au cas où la certification que je vous ai montrée tout à l'heure ne fonctionnait pas. En fait, on a demandé également, en plus de ça, une autre étude à l'INERIS, qui est justement spécialisée risque, sur la toxicité, pour nous déterminer quelle serait la distance à partir de laquelle il y aurait un risque potentiel. Donc l'INERIS a travaillé sur le sujet cet été. J'ai eu les résultats très récemment, donc je n'ai pas pu les intégrer dans le PowerPoint. Néanmoins, il s'avère qu'il y a différents seuils de toxicité. Là, on parle de toxicité aiguë, parce que c'est lors d'un incendie, grosso modo. Donc c'est sur un seuil d'1 heure. Qui détermine des distances d'effets irréversibles et voire d'effets plus graves de l'ordre de, pour un conteneur, de quelques dizaines de mètres. Voilà. Donc l'implantation du site, enfin la batterie envisagée pour Oriseo, donc là on ne la voit pas. Mais grosso modo, elle se situe, on a une parcelle à droite du projet, donc sur le faisan doré, qui est en pointillé, qui constitue une zone qui serait préservée pour la biodiversité, donc qui serait défrichée et travaillée en tant que land à Moligny pour le Fadet des Lèches. La parcelle qui est juste à droite de cette parcelle, donc en pointillé, serait la parcelle de localisation de la batterie. Donc on est à l'intérieur du projet, on n'est pas en bordure de forêt, puisque à gauche, on aurait une parcelle de land à Moligny et à droite, on aurait une parcelle dédiée au photovoltaïque. Donc, cet effet de quelques dizaines de mètres, également, on peut voir par rapport aux habitations. On a fait une mesure, grosso modo, on est à, si je ne me trompe pas, ou que je n'ai pas oublié d'habitation, on est à 1,5 km de la première habitation. Voilà. Par contre, concernant la toxicité sur le feu d'un parc photovoltaïque, c'est quelque chose qu'on a demandé également d'étudier à Effectis là, dans le cadre de son étude incendie dédiée au photovoltaïque. Nous sommes toujours en attente des résultats, on vous les communiquera ultérieurement. Alors on a Madame aussi qui souhaite poser une question. Merci. Donc Marlène Coulon d'Horizon Forêt. Juste avant ma question, je veux juste saluer quand même le retrait du data center, de l'électrolyseur, peut-être du site de stockage de batteries, ça serait vraiment super. Je regrette que vous n'abordiez pas du tout la forêt. Vous n'avez pas dit que même si vous avez réduit l'emprise des panneaux photovoltaïques, vous allez détruire 1100 hectares de forêt, qui est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Ce qui m'emmène à ma question, vous avez complètement occulté le risque vent, qui a 2 enjeux. Un enjeu sur les populations locales, évidemment, et un enjeu sur les forêts avoisinantes. Peillon, c'est un territoire excessivement venteux aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer quand on va enlever 1100 hectares de forêt? On le voit bien, en fait, sur l'une des diapos que vous avez montrées. On voit bien l'emprise qui va arriver sur Peillon du vent, puisqu'elle existe déjà. Quand il y a des coupes, le temps que les arbres reprennent, on a ces couloirs venteux, qui sont excessivement dangereux en réalité. On a des arbres qui tombent assez fréquemment. Qu'est-ce qui va se passer quand ces 1100 hectares de forêt sont tombés pour les forêts mixtes qui sont autour de Peillon? Alors, concernant les vents, donc aujourd'hui, les vents principaux, voilà, il y a plusieurs éléments de réponse. Les vents principaux, ils viennent de l'ouest. Peillon est bien situé au nord du site, si on parle vraiment uniquement de Peillon. Après, il y a le vent aussi vis-à-vis des autres secteurs autour du projet. Comme nous vous l'avons présenté, oui, nous défrichons 1100 hectares. Nous conservons aussi tout un maillage de haies boisées, et notamment à la limite nord du site, sur 18 mètres. Ce qui permettra de contenir ces éléments-là. Et nous avons un maillage à l'intérieur du site avec des haies arbustives et quelques haies arborées qui permettent de limiter ces effets. Et après, sur le reste du secteur, mais les éléments, en effet, la partie forestière qui est conservée est plus au sud. Je vais juste remettre aussi un petit peu en perspective. Enfin, aujourd'hui, vous connaissez l'exploitation sylvicole sur le site, et enfin, c'est des chiffres qu'on a sortis dans le cadre du débat.
Aujourd'hui, il y a, je crois, plus de 1000, 1200, 1300 hectares qui sont en coupe rase ou avec des jeunes pins de moins de 5 ans. Donc l'effet éolien, voilà, vous le percevez certainement déjà. Donc il ne devrait pas être plus impactant par la suite. Et modulo les aménagements paysagers aussi qui seront, tels que l'a décrit Lisa tout à l'heure, en périphérie de l'ensemble du site. Et toutes les parties que l'on conserve sur la partie nord-est. Attendez, juste, excusez-moi, pour les besoins de la vidéo, juste pour qu'on puisse prendre votre question. On vous écoute. Sur les haies arbustives, c'est justement des choses qu'on essaie de mettre en place pour réduire l'emprise du vent qu'on a sur ce quartier-là, justement. On s'en aperçoit quand il y a des coupes, je suis d'accord avec vous, et c'est bien pour ça qu'on est alerté sur le risque qui va arriver avec ce projet-là. Parce que aujourd'hui, on arrive à peu près à compenser entre les arbres qui poussent et ceux qui sont rasés, et puis ça repousse, et puis c'est rasé. Mais on a systématiquement des couloirs venteux très très forts. Je peux vous assurer qu'on peut avoir un climat tempétueux à Peillon et pas à Socats, par exemple. C'est à ce point-là, véritablement. Et les haies arbustives, eh ben, en vrai, elles ne font vraiment pas grand-chose. Je peux vous assurer. Mais pour vous rendre compte, je crois qu'il faudrait que vous veniez sur le site quand on est sur un sujet de fort vent. Alors, je ne voulais pas vous dire tempête, mais de fort vent, pour voir comment est cette emprise sur les quartiers. Et du coup, ce n'est pas tant le quartier, parce que nos maisons, elles ne sont pas faites de paille, mais c'est vraiment sur les arbres qui sont environnants et qui peuvent être menacés. Parce qu'en plus, aujourd'hui, fragilisés. Après, voilà, le régime venteux, il est dépendant, enfin, il n'est pas que de cette parcelle sylvicole exploitée. Avant Peillon, il y a aussi des étendues agricoles qui participent à des couloirs de vent. Et enfin, on n'en a pas la maîtrise. Donc, s'il faut envisager avec vous des plantations de haies au plus près de Peillon, si c'est quelque chose qu'on peut étudier avec vous et vous nous donnez l'opportunité de nous déplacer pour regarder ça. Enfin, ça avait été d'ailleurs sur l'hydraulique aussi, ça avait été un souhait. Donc on peut regarder ça, mais voilà, à l'échelle de la parcelle sur laquelle on travaille, les aménagements, l'effet éolien sera pris en compte avec la rose des vents et normalement, voilà, les aménagements qu'on prévoit ne devraient pas augmenter sensiblement cet enjeu-là. Mais on peut, dans le cadre de la concertation, regarder, étudier avec vous l'opportunité qu'il y aurait à mettre des haies au plus proche du bourg. Voilà. Alors, d'autres questions ? Alors, monsieur ici, je me permets, madame, de lui donner la parole pour qu'il puisse... Allez, galanterie oblige, elle est encore présente, profitons-en. Merci monsieur. Allez-y madame, on vous écoute. Merci. Et ensuite monsieur, vous aurez la parole. J'avais une question qui n'était pas liée tout à fait au projet d'un point de vue technique, mais d'un point de vue légal. Je voulais vous demander ce que ça vous fait, si ça vous fait quelque chose, de savoir que votre projet est désormais dans l'illégalité, puisqu'une loi a été votée en janvier contre le défrichement de parcelles de plus de 25 ou 30 hectares, je ne sais plus, pour y installer des panneaux photovoltaïques. Voilà, et ça a été voté. C'est officiel, c'est paru au journal officiel. Après, je sais qu'il y a eu une négociation avec notre ministre. Mais comment vous vous sentez par rapport à ça ? Parce que finalement, votre projet, au moment où il va démarrer, il sera complètement illégal. Donc vous faites référence à la loi d'accélération sur le renouvelable. Et alors, cette loi d'accélération sur le renouvelable prévoit effectivement l'interdiction du photovoltaïque sur des zones à défricher de plus de 25 hectares. Elle prévoit également une disposition d'application temporaire. C'est-à-dire que les projets qui sont en cours, du moment qu'ils déposent
leur demande d'autorisation avant le 10 mars 2024, sauf erreur de ma part, sont tout à fait autorisées. Enfin, autorisables en tout cas. Et donc, le projet Oriseo, lui, se conforme de toute façon au cadre réglementaire. Légal et réglementaire, toujours. Donc, la loi n'a pas interdit le projet Oriseo. Il y a une condition, mais elle ne l'a pas interdit. Je crois que le projet, voilà, c'est un projet qui garde toute son utilité pour la transition énergétique. Un projet abouti comme celui-là, voilà, s'il dépose ses demandes d'autorisation, on a travaillé pendant plusieurs années sur ce projet, on a concerté, on a eu le débat public, et voilà. Donc oui, nous nous conformons à la loi qui autorise ce genre de projet. Alors nous avions monsieur qui avait une question également. Un micro vous arrive, monsieur, on vous écoute. Oui, Jean Dupouille. Moi j'aurais une question. Est-ce que le public pourra aller se balader sur les parcelles au moment de l'enquête publique au minimum? Parce que vous nous avez présenté tout à l'heure des intérêts de la faune, de la flore, mais moi dans toutes les enquêtes publiques photovoltaïques dans les Landes, on se déplace sur les parcelles et on visite un peu. Premier point. Deuxième point, je voudrais revenir sur l'OLD, l'obligation légale de débroussaillement. Vous tablez sur une... Déjà, je trouve très bien que vous prenez les 50 mètres à l'intérieur de la clôture, ce qui veut dire que ces zones qui seront pour le OLD seront incluses dans la surface défrichée. Mais si j'ai bien lu, je crois que depuis le 7 juillet de cette année, Monsieur le maire a proporté la distance à 100 mètres par arrêté municipal. Alors, il faudrait vous assurer auprès de Monsieur le maire. Et après, je voudrais, avec Monsieur Le Grel, parce que vous nous parlez d'un coefficient 2, je suis d'accord qu'il a été retenu le coefficient 2, mais il fallait que le propriétaire s'engage à rembourser la prime Klaus. Et ce soir, je n'ai pas entendu parler, autrement c'est coefficient 5, puisque vous avez touché des subventions Klaus. Voilà. Sur la visite de site, bon, ce sont des chasses aujourd'hui, enfin, c'est entièrement clôturé, donc effectivement, ce n'est pas accessible au public. Cependant, dans le cadre du projet, du débat, de la concertation, on a ouvert, on a fait des visites. Donc, si M. Dupouille voulait, moi, je peux vous emmener sur les parcelles. On peut cheminer sur les parcelles et avec grand plaisir. Mais c'est pas d'accès libre, donc il faut prévenir les gestionnaires des chasses. Voilà, il y a un peu de sécurité en amont. Mais vous avez mon numéro de téléphone, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et pendant l'enquête, enfin quand vous voulez, quoi. Hein, il y a, sur les OLD, je crois que, enfin, c'est pas le règlement interdépartemental qui a autorisé le maire, avec ses pouvoirs de police, de fixer la bande d'obligation légale de débroussaillement à 100 mètres. Le règlement le rappelle simplement, mais c'est pas... comment ? Ah, il a le pouvoir, bien entendu. Oui, tout à fait. Il a le pouvoir selon les enjeux, enfin, selon ses préoccupations et les intérêts à protéger. Il en a le pouvoir. Aujourd'hui, enfin, je connais aucun site qui soit avec des OLD supérieurs à 50 mètres, en tout cas sur des parcs solaires. Sur d'autres installations, je ne m'avancerai pas. Mais le règlement interdépartemental, il n'y a qu'un petit laïus sur le photovoltaïque. Ça vise toutes les installations, en fait, hein, habitation y compris. Hein, voilà. Donc c'est sous toute forme bâtiment ou intérêt à protéger. Il y avait une troisième question, je ne me rappelle plus. Coefficient 2. Ah oui, le coefficient. Donc la propriété a subi effectivement deux grosses tempêtes, 99-2009, avec de très très taux de dégâts, plus de 60%, plus de 40% pour la deuxième. Donc il y a eu des subventions qui ont été au nettoyage, à la replantation, qui ont été perçues. Et effectivement, c'est un motif pour les services de l'État de monter à 5 le coefficient. Toutes les parcelles n'en ont pas reçu. Aujourd'hui, on est en train de faire l'exercice de recenser les parcelles qui ont touché, celles qui n'ont pas touché, des aides. Et
quand je dis un engagement, enfin, j'ai pas parlé de coefficient de, enfin, j'ai parlé d'un engagement de reboiser x2. Le coefficient, on le connaîtra qu'à la fin de l'instruction par les services de l'État. Et on se conformera, bien entendu, à la décision qui sera celle du préfet. Et par contre, oui, il y avait un engagement du propriétaire à rembourser de manière réglementaire les aides perçues. On a répondu aux questions. On est arrivé à la fin du temps qu'on s'était fixé pour le temps de questions-réponses. Y a-t-il d'autres questions, sachant qu'on a encore un petit peu de temps, si on le souhaite, pour continuer à échanger. On a aussi de quoi se rafraîchir un peu et de rendre ce moment convivial et sympathique. Madame, une dernière question. Allez, on vous écoute. Et après, on se retrouve plutôt autour d'un verre et d'un stand. On vous écoute. J'ai lu lors d'une dernière diapositive que dans le cadre du reboisement, il y avait un engagement de 10 ans de maintien. Qu'est-ce qui se passe après les 10 ans ? L'engagement, donc nous, on a un engagement, on finance toutes les opérations de travaux et on finance également l'entretien pendant 10 ans. Mais le propriétaire, lui, s'engage pour au moins 30 ans. Voilà, dans l'entretien des boisements. Très bien. Alors, je vous propose que l'on mette un terme à cette partie de réunion pour ensuite pouvoir se retrouver dans un autre cadre. Je laisse peut-être Olivier nous donner un petit mot de la fin. Pour ma part, merci beaucoup pour ces échanges respectueux et constructifs. Et on se retrouve donc tout à l'heure en fond de salle. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie infiniment de votre présence, d'avoir participé à cette réunion. C'était important pour nous de pouvoir vous présenter tout le travail qui a été accompli à la fois par les équipes, en collaboration également avec vous dans le cadre de cette concertation, puisque ça nous a permis d'avoir vos inquiétudes, les points qui étaient importants pour vous et de les travailler pour pouvoir vous apporter le plus de réponses possible et de bâtir un projet qui prend en compte les éléments importants pour le territoire. Si vous avez encore des questions, encore une fois, on se retrouve dans les stands, on peut continuer à échanger. Je vous invite, nous on est là pour répondre à vos questions. Et comme l'a dit Diane également, vous pouvez profiter du buffet. Mais encore une fois, nous sommes entièrement à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci encore et bonne soirée.